Eh bien, notre invité est là, vous le voyez en grand et en large dans sa cuisine, si je ne m'abuse, sur le Facebook Live. Lise, nous accueillons aujourd'hui un habitué de la maison, que si j'ose dire, c'est Raphaël Jérusalemi. De quoi va-t-il être question, ma chère Lise, ce matin? Avec Raphaël aujourd'hui des drones iraniens. Raphaël Jérusalemi, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Radio Judaïka. Je rappelle que vous êtes écrivain et ancien officier des renseignements militaires. Alors, un conseiller du ministre ukrainien de la Défense a confirmé qu'Israël fournissait à Kiev des renseignements sur les drones iraniens utilisés par la Russie et a déclaré que les drones iraniens, évidemment, n'avaient pas été développés pour frapper l'Ukraine, mais pour frapper Israël. Est-ce que c'est pour ça qu'on les aide, Raphaël? Oui, bien sûr. Entre autres, on les aide aussi sur le plan moral et humanitaire, sans nous impliquer directement, bien sûr, dans ce conflit qui ne nous concerne pas. Mais maintenant que les Iraniens sont entrés dans la danse, eh bien évidemment, ça nous intéresse un petit peu plus sur le plan du renseignement, sur le plan de nous permettre d'apprendre à contrecarrer cette menace qui nous est aussi destinée de ces drones iraniens et éventuellement, si ça s'avère véridique, de missiles balistiques aussi iraniens qui seraient livrés aux Russes. Donc évidemment, nous donnons aux Ukrainiens la possibilité aussi d'apprendre rapidement à contrecarrer cette menace en leur donnant des conseils techniques, car on peut déjouer aujourd'hui car M. Zelensky nous demande à corps et à cri le dôme de fer, mais en fin de compte, aujourd'hui, on peut absolument déjouer un drone avec la guerre électronique, c'est-à-dire de façon cyber. On peut hacker le drone et le dévier par Internet. Et ce sont les conseils et les renseignements que nous fournissons aux Ukrainiens. En échange, ils nous donneront un petit peu de renseignements sur comment ça s'est passé. Ils ont déjà réussi à détruire une 50aine de drones. Alors je ne dis pas que c'est tous grâce à nous, mais peut-être une partie quand même. Et donc en échange, ils nous diront comment ils s'y sont pris et comment donc ça se passe. Alors justement, Raphaël, certains experts assurent qu'en refusant de fournir à l'Ukraine le dôme de fer, Israël se privait de l'occasion d'acquérir plus d'expérience dans la lutte contre ces drones. Vous êtes d'accord? Non, pas du tout. Nous avons malheureusement suffisamment d'expérience. Nous développons en plus une arme qui est l'arme du futur, c'est le laser. Une arme bien meilleur marché que le dôme de fer. Je rappelle quand même que le dôme de fer, chaque tir du dôme de fer, c'est 40 000 euros. Et donc, que vous ayez, si vous ratez la cible, ce qui sera probablement le cas avec les Ukrainiens, ça leur coûtera extrêmement cher, parce que les Ukrainiens oublient, lorsqu'ils demandent le dôme de fer, c'est que ça prend plusieurs semaines au moins à livrer, à préparer et à livrer, mais surtout, ça prend au moins une demi-année, 6 mois, pour former une équipe qui soit capable d'utiliser cet appareil extrêmement sophistiqué de façon efficace. Donc c'est un petit peu utopique. Je pense que M. Zelensky est un très bon politicien, mais peut-être pas très calé dans les problèmes tactiques et militaires. C'est pas son job. D'ailleurs, il a des généraux pour ça, qui font d'ailleurs pas mal leur travail en ce moment. Mais donc le dôme de fer, en plus, n'est pas nécessairement la bonne solution pour les Ukrainiens. Car le dôme de fer, c'est bon pour Israël parce que c'est des petites zones où c'est pour protéger certains points précis. L'Ukraine est un immense pays. On ne peut pas couvrir l'Ukraine avec juste le dôme de fer. Il faut énormément d'autres systèmes. Et puis en plus, comme je le dis, ça ne concerne qu'une certaine sorte de projectile, en général à moyenne portée. Ça ne correspond pas nécessairement à tout ce que les Russes ont jeté et ont encore l'intention de jeter sur l'Ukraine. Alors, il y avait un article qui est paru hier dans le journal iranien Fars News qui disait que les drones sont un pilier des guerres du futur. Est-ce que c'est ce que pensent les Iraniens et qu'est-ce qu'on en pense en Israël, Raphaël? Oui, ben, ils ont tout à fait raison. Le drone, c'est malheureusement non pas l'arme du futur, c'est l'arme de maintenant. C'est de plus en plus utilisé par tout le monde. Alors, ça se joint à une autre arme qui est celle du cyber, donc de la guerre électronique, qui devient aussi, enfin, elle, c'est déjà depuis plusieurs années, mais le drone prend une ampleur incroyable. Et donc, toutes les armées du monde maintenant en produisent.
de toutes sortes. Alors n'oublions pas qu'il y a toutes sortes de drones. Il y a les drones de surveillance, les drones d'espionnage et les drones suicides avec des explosifs d'armement. Israël est très très en avance sur ce point-là. Je me rappelle que dans les années 80, j'ai assisté au premier essai de drones de Tsahal. Et c'était dans un kibboutz au nord d'Israël. À l'époque, on n'avait pas le droit de prononcer le nom de ce kibboutz, c'était top secret. Et donc, je ne le prononcerai même pas aujourd'hui. Mais donc, dans tout au nord d'Israël. Et c'était en fait, il y avait 2 préfabriqués au bout du kibboutz, près de la frontière libanaise, avec 3-4 soldats israéliens, des gosses, mais très forts avec les joysticks, qui manipulaient ces drones et qui les ont fait voler vers le Liban. Ils sont arrivés sur un village au-dessus du Liban. Et le soldat nous a dit, bon, qu'est-ce que vous voulez voir? Et on a vu un monsieur qui se brossait les dents dans sa salle de bain au Liban avec ses drones, qui avaient des petites caméras de l'époque, hein, des caméras vidéo. Et le plus marrant, c'est que ces drones, c'était vraiment des petits modèles d'avions presque comme un jouet. Et les roues étaient des roues de bicyclette d'enfants. C'était les roues de ces drones. Donc, c'était les premiers drones de l'armée israélienne. Vous voyez qu'on a fait pas mal de progrès depuis. Oui, bien sûr. Alors, on ne sait pas si tous les drones dont on parle ici dans la guerre en Ukraine sont exportés directement d'Iran ou si la Russie en fabrique maintenant localement des drones de style iranien. Mais c'est sûr en tout cas que ça a complètement changé la figure de la guerre en Ukraine. Oui, bien sûr. Alors, il est tout à fait possible qu'on en monte en Russie parce que les Israéliens viennent de détruire un atelier de montage de drones en Syrie. C'était un montage de drones pour le Hezbollah. Et il y avait effectivement un atelier avec, voilà, on recevait, d'ailleurs les Iraniens livraient les pièces détachées. Et dans cet atelier, on pouvait monter le drone. Donc c'est tout à fait possible en Russie, surtout que, d'une part, des Russes sont venus en Iran pour apprendre, mais il y a aussi beaucoup de conseillers iraniens. En tous les cas, les Ukrainiens Ouais. le clament. Il y a des conseillers iraniens sur place avec l'armée russe pour leur enseigner l'utilisation et le montage des drones. Oui, justement, on a vu des instructeurs iraniens, non seulement en Ukraine, mais en Bélarus hier. Exactement. N'oublions pas que c'est aussi très très fructueux hein, comme commerce. Les Iraniens, la Corée du Nord, toutes les belles dictatures, les pires d'ailleurs, qui développent ces armements, en font un commerce et en font un commerce à des pays qui sont sous sanctions. C'est-à-dire, c'est beaucoup plus fructueux que de le vendre juste commercialement à n'importe quel pays. Là, vous devez faire une sorte de marché noir, de contrebande, et ça rapporte énormément d'argent. Et donc, comme je le dis, la Corée du Nord et l'Iran sont en tête de ce marché d'armes létales et interdites. Oui, d'autant plus que, en fait, ça vaut pas très cher, Raphaël, les drones. Donc, c'est assez bon marché pour terroriser les Ukrainiens. Exactement. Alors évidemment, on ne parle pas du drone à 50 € qu'on peut acheter dans le magasin de jouets, mais qui marche très très bien quand même. En tous les cas, ça marche comme drone de surveillance. Un drone Silsuide, c'est un petit peu plus lourd. Les drones iraniens, en général, ont une portée quand même de 300 km et plus, ce qui est déjà par-delà les sanctions, puisque par-delà 300 km, c'est interdit. Et puis, ils ont une capacité de porter entre 3 et 6 kilos d'explosifs ou de petits missiles, genre un missile anti-tank. Donc, ce sont quand même des drones déjà assez importants, assez sophistiqués, sans compter leurs moteurs. Dans certains, ont des moteurs à propulsion qui sont assez rapides et qui les rendent très difficiles à intercepter. Raphaël, je voudrais juste pour terminer qu'on discute un petit peu de ce qui s'est passé à Naplouse cette nuit sur la fosse aux lions. Donc hier déjà, donc explosion contre le chef de cette cellule terroriste. C'est la priorité aujourd'hui des forces israéliennes? Oui, c'était d'abord prévu. Il y avait deux réunions de cabinet de défense la semaine dernière dans lesquelles il était prévu une opération coup de poing sur la Judée-Samarie avec comme un des principaux objectifs le démantèlement de la fameuse bande, la fosse aux lions. Donc les terroristes s'attendaient à être attaqués et malgré cela, ils ont quand même été pris au dépourvu. La nuit dernière, il y a eu un sans faute absolu de Tsahal et des forces de sécurité israéliennes, coordonnant avec les autorités palestiniennes l'entrée dans Naplouse.
arrivant vers un immeuble où se terraient des terroristes de la fosse au Lion, détruisant cet immeuble qui contenait des explosifs avec des missiles anti-tanks qui ont fait tout simplement exploser tout l'immeuble et qui ont donc permis d'éliminer par la même occasion les terroristes qui s'y trouvaient. Cela sous le feu, les cocktails Molotov et les pierres d'émeutiers palestiniens autour, sans qu'il n'y ait aucun blessé du côté de Tsahal, avec donc le renseignement militaire précis dans quel endroit se trouvaient ces terroristes, même s'ils croyaient se cacher là-bas, en pleine Casbah de Naplouse. C'est un endroit extrêmement difficile pour opérer, donc sans faute, avec une grande motivation des troupes de Tsahal, puisqu'il y avait parmi ces troupes le commando d'élite de la brigade Givati, qui a perdu la semaine dernière un de ses jeunes soldats. Et donc vous pensez bien que ses camarades étaient très très motivés pour faire payer le prix à ces terroristes. Oui, également une très bonne coopération entre le Shabak, Tsahal et la police israélienne, heureusement. Merci beaucoup Raphaël Jérusalemi pour toutes ces explications toujours très précises. Merci à vous et bonne journée. Au revoir. Merci beaucoup à Raphaël Jérusalemi ainsi qu'à vous, ma chère Lise, hein, bien sûr. Il n'y a pas de réponse intéressante sans des questions intéressantes, bien sûr.